Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous, c'est Débat pour la Nation. Nous, c'est cet agora, ce conglomérat d'intellectuels. Cette union d'idées, de pensées, de chocs d'idées d'ailleurs, où nous venons réfléchir sur des questions importantes de la République démocratique du Congo. On est une autre manière de faire, avec des lumières qui peuvent apporter un plus, et de ces chocs d'idées pourra jaillir les substrats, si pas la quintessence qui permettra à la nation d'avancer. On a, la semaine dernière, promis aujourd'hui de revenir. Aucun sujet d'actualité aujourd'hui, nous n'abordons aucun sujet d'actualité, mais nous abordons une question cruciale, la faim, le ventre. Comment arriver à résoudre cette question en République démocratique du Congo? Que faire? Par où faut-il toucher? Quel est le miracle qu'il faut faire pour que nous ayons à notre disposition ce que nous pouvons mettre sous la dent assez facilement? Il se fait que le sujet développé aujourd'hui, c'est l'agriculture. Est-ce que l'agriculture peut être un atout ou un frein? Est-ce que grâce à l'agriculture, on peut arriver à atteindre ces niveaux de l'autosuffisance alimentaire? Est-ce qu'avec, selon les statistiques, nos 80 millions de terres arables, nous pouvons arriver à donner à manger à tous les Congolais? Est-ce possible? Oui ou non? On réfléchirait. Comment y arriver? Comment parvenir? On est dans un pays où les poissons meurent de vieillesse, dans un pays où, dans l'arrière-pays, passez-moi la tautologie, vous avez des bananes, des ananas et plein de trucs qui pourrissent. Les certes agricoles, routes. Tout ça, c'est des questions qu'on va réfléchir. Mais est-ce qu'avec ce sol, si nous l'exploitons bien, nous pouvons être en mesure de nous nourrir nous-mêmes? Certains disent oui, d'autres disent non. C'est de ce choc d'idées que nous pourrons avoir une idée, une lumière sur ce plateau. Premier invité, Albert Moleka Nzoko, le Trapondéré. Bonjour, bienvenue. Bonjour Peter. Comment vous allez? Très bien, je suis fier de faire partie des privilégiés parmi vos invités, puisque nous voyons déjà que cette émission, comme on dit en lingala, est Komakofula. Komakofula. Ça produit des fruits, hein? Voilà, nous saluons, je tiens à saluer de tout cœur la nomination de mon frère, mon éminent frère Norbert Yamba-Yamba, en tant que directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il sera chargé de problèmes de décentralisation et autres. J'en suis fier, vu que c'est un ancien du cabinet de Feu Étienne Tshisekedi. Et je suis sûr. C'est un UDPS pure souche, hein? Pure souche. Je dis pure souche. Je ne dis pas pire, comme mais pure souche. Je vais revenir à lui, on garde le meilleur pour la fin. Le tricheur, bonjour, bienvenue, professeur. Bonjour. C'est Kimonio. Pourquoi vous trichez, professeur? Il faut tricher. Il faut tricher, il faut tricher. Il ne faut pas être malin, mais il faut tricher. Et moi aussi, je salue mon grand frère Norbert Yamba-Yamba pour sa nomination. Et j'espère qu'on prendra une photo parce que bientôt, on ne verra plus. Bientôt, on ne verra plus notre grand frère. Bon, il va changer de numéro, mais je vous aime tellement. Je vous encourage. C'est le message que je tiens à que vous ayez de moi. Quand vous allez changer le numéro, pensez à moi. Pensez à moi. Pensez à moi. Allez, je doute fort qu'il va changer des numéros, parce que le simple fait aussi qu'il soit venu sur le plateau pour ma suffisance, qu'il reste égal à lui-même. Mais c'est seulement, nous on dit c'est pas à l'entraînement qu'on connaît un combattant, c'est au champ de bataille. La capacité, c'est de faire ce que nous disons, c'est d'agir par l'exemple. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le directeur de cabinet adjoint, mes respects, bienvenue.
Merci beaucoup. Avec tous les honneurs dus à votre rang. Je voudrais sincèrement vous demander de ne pas m'appeler directeur de cabinet ici. Mais j'ai un peu en profiter pour saluer M. Albert Moleka, mon frère Joe Sekimonyo et vous-même pour cette marque de sympathie jamais démentie de tout le temps. Et même il y a une décennie avant, Albert Moleka a toujours fait tout pour que je sois responsabilisé. Et les responsabilités ont commencé par lui-même. Lorsqu'il était directeur de cabinet de fait Chen Tshisekedi, il a estimé que je pouvais mieux faire. Vous avez toujours suivi ces témoignages dans les différentes émissions, etc. Cela a donné une plus-value, il faut le reconnaître, etc. Mais vaut tard que jamais. Oui. Et donc, nous assumons ces responsabilités. À la question de savoir est-ce que le téléphone sera fermé, je voudrais rassurer au professeur Joe que certes, on ne se connaisse pas assez, mais le peu de temps qu'on s'est côtoyé, on est dans la direction d'une élite qui prône le vrai changement. C'est peut-être ça qui a très faute, beaucoup traîné pour qu'on soit à ce qu'on est. C'est le même numéro, le même comportement, et ça va rester comme tel. Je ne suis pas dans la mystification des responsabilités. Je suis dans l'essence que quand on a une responsabilité, on devient serviteur. Et je m'engage pour rester le même. Et je ne vois pas ce qui va véritablement m'étonner parce que j'ai fait tout ce qu'un homme peut faire dans sa vie. Et donc, je ne prends pas les trains en cours de route. Je vais m'engager à être servi de mon peuple dans la mesure de mes moyens. Je suis qu'un directeur de cabinet adjoint. Donc, vous comprenez que je ne peux que faire ce qui me reviendra en termes de prérogatives. Le même téléphone, appelez-moi Joe et vous m'aurez vite. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et Peter Chani, qui, visiblement par la sympathie légendaire, n'a jamais cessé de nous encenser. Et voilà. C'est peut-être la congruence de tous ces efforts qui a permis que nous soyons, ne serait-ce que désignés à ce poste-là. Coup de chapeau et merci beaucoup pour tout. Plein succès à vous pour votre... Vraiment, on sait que ce n'est qu'un début de beaucoup d'ouverture parce que les personnes que j'ai reçues sur ce plateau valent mieux. Personne ne vient chercher du travail sur ce plateau, mais je serais ravi que si toutes les personnes que je reçois ici ont des postes de responsabilité, ils feront très différemment les choses. Parce que déjà, ils maîtrisent la matière. Je sais que parmi eux, il y en a qui diront qu'ils sont ni preneurs ni demandeurs. Mais je crois que pour construire la nation, on a besoin des intelligences, de toutes les intelligences, pour que la nation avance. Parce qu'à un moment de l'histoire de notre pays, on doit parler Congo, au-delà de nos divergences, au-delà de nos cultures, de nos langues, de nos religions. Nous avons une descendance commune, nous sortons de Lumumba, de Kimbangu, et nous devons savoir que nous n'avons que le Congo, et que nous devons parler Congo à un moment, faire tout pour le Congo. Donc je dis aux décideurs, et à ceux qui souvent ont le stylo pour décider, que je reçois des crèmes de crème sur ce plateau, et j'aimerais vraiment le voir à l'œuvre, pour qu'on ne voie pas que dans notre pays, il n'y a qu'un côté des bougres, mais il y a aussi ceux qui sont en mesure de faire un travail de qualité, un travail exemplaire pour le bien de la nation. Nous parlons agriculture, fidèles téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui de notre ventre, de comment faire pour que l'agriculture réponde à de besoins vitaux de notre être. Cela va me permettre de recevoir un quatrième invité qui est avec nous sur ce plateau. Professeur Kalele Kabila, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Comment vous allez, prof? Très bien, comme vous tous. D'accord, merci beaucoup. Allez, je reste avec vous, professeur. Je vous accueille à froid, comme on dit. On a essayé d'ouvrir la brèche la semaine dernière sur l'agriculture. Un atout, un frein, ça va faire en sorte que nous puissions reculer, ou est-ce que ça va ouvrir les opportunités? 80 millions de terres arables,
Comment vous expliquez que dans un environnement où nous avons 80 millions de terres arables, l'INES parle de 80 millions de terres arables, nous n'exploitons que 10%, ça veut dire 8 millions, et que nous puissions mourir de faim? Pour le téléspectateur qui nous suit, à titre d'information, lorsqu'on parle des terres arables, les terres arables, c'est toutes les terres qui peuvent être labourées et cultivées par l'homme. Toutes ces terres sont appelées terres arables. Une fois, j'ai suivi un acteur politique confondre terres arables et les arabes. Voilà, donc le terre arable, c'est toute terre qui peut être cultivée de manière plus simple. Terre fertile. Voilà. On en a environ 80 millions d'hectares. Mais comment nous avons cette potentialité? Nous mourons de faim. Ça s'explique comment? Nous sommes des paresseux, nous ne voulons pas investir dans ce domaine. C'est dû à quoi? Professeur Kalele, agriculture. Je crois qu'il faut distinguer deux périodes majeures. Le Congo, comme beaucoup de pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, Oui. a été colonisé. Et la colonisation visait la satisfaction en premier lieu des besoins du colonisateur. Okay. Donc tout ce qui devait être fait dans la colonie devait l'être pour le bonheur du colonisateur. L'agriculture aussi, l'industrie mêmement, l'administration, l'évangélisation, c'est pour satisfaire les besoins du colonisateur. C'est ainsi que, vers la fin de sa vie, Léopold II dira: ayant travaillé uniquement pour mon peuple, je voudrais que celui-ci bénéficie de mon œuvre de longues années après ma courte existence. Okay. Il ne dit pas qu'il a travaillé pour les Congolais, pour son peuple, c'est-à-dire les Belges. Concernant l'agriculture, nous avons eu pendant la colonisation un ministre des Affaires étrangères très célèbre, Paul-Henri Spaak, qui a établi, qui a défini la politique de la manière dont les différentes structures, les différents secteurs dans la colonie devaient fonctionner. Pour l'agriculture, il dit: s'il arrivait qu'une entreprise qui évolue dans la colonie le fait de manière à gêner une activité économique semblable qui fonctionne, elle, dans la métropole, l'industrie, l'activité économique de la colonie doit pouvoir être supprimée ou gênée au profit de la métropole. Ça, c'est la philosophie coloniale du départ. Okay. Ça signifie, un, pour Léopold II, il fallait faire le bonheur de lui-même et des Belges. Les autres qui l'accompagnaient, comme les Anglais, Stanley, on sait que Stanley c'est un mercenaire anglais que Léopold II a recruté à cause de ses capacités de destruction.
pendant la guerre de sécession. Il était suffisamment méchant que Léopold II a fait appel à lui. Je voudrais que ce que tu as fait pendant la guerre de sécession en Amérique, tu viennes aussi le faire au Congo pour me permettre de maîtriser la colonie. Ah, c'était ça le rôle de Stanley ici. Absolument, c'était ça. On n'en parle pas assez dans les écoles. Hein. Bon, on n'en parle pas assez, et puis les gens ne lisent pas et ils font de la religion en politique. Lorsque le décor de la philosophie est planté de cette manière-là, toutes les fois que l'activité industrielle devait prendre le pas pour booster l'économie de la colonie, pour nourrir ceux qui travaillaient, les Congolais qui travaillaient dans cette activité industrielle, il fallait booster l'agriculture. Nous l'avons dit la fois passée, le problème de ravitaillement des travailleurs des industries minières qui évoluaient au Katanga et des industries satellites. Il fallait produire beaucoup au Kasaï, au Rwanda, Malawi et ailleurs pour que ces messieurs-là soient bien nourris afin de bien travailler. On a même parlé de la poule aux yeux d'or. Mais toutes les fois que l'industrie minière se sentait gênée par l'agriculture, il fallait gêner aussi l'agriculture. Okay. C'est-à-dire que si la production dans les zones dites agricoles empêchait les villageois de quitter leur village pour venir en ville travailler dans les mines, il fallait gêner l'agriculture par la baisse de prix de produits agricoles, Okay. par l'insécurité dans ces zones-là, par la famine. Ainsi, les villageois étaient obligés de quitter leur village pour aller au Katanga ou pour aller à Kinshasa. Okay. Donc, il n'y a pas un seul secteur qui fonctionnait comme un secteur indépendant. Tous les secteurs étaient interconnectés pour un objectif unique, le bonheur du colonisateur. Maintenant, quand on dit la crise dans le secteur agricole, il faudrait distinguer. Il s'agit de quelle période? De la période coloniale, de la période avant la colonisation ou de la période post-coloniale. Je pense que la crise dont on parle aujourd'hui, la fin, c'est plus la période post-coloniale. Oui, la période post-coloniale, il ne faut pas être sentimental. Vous avez chassé le colonisateur, est-ce que logiquement, il peut vous permettre de réussir votre entreprise de développement pour que vous puissiez montrer qu'il était mauvais et que vous êtes capable de faire mieux que lui? Je pense que non. Mais pourquoi il va nous empêcher quand nous-mêmes nous affectons des budgets dans d'autres choses qu'on estime être prioritaires que l'agriculture, par exemple? Oui, mais votre budget, qui l'élabore? C'est vous qui dites que vous élaborez vos budgets. Je suivais hier monsieur de l'IGF. Jules Alinguete. Oui, mais il était en train de s'expliquer devant le Parlement européen.
L'autre était en train de s'expliquer devant l'Amérique. Qui élabore ce budget? Qui vous dit que vous n'êtes pas capable de réunir les recettes que vous annoncez? Ce n'est pas vous. Qui fixe les salaires de vos travailleurs? Officiellement, c'est vous. Mais en réalité, ce n'est pas vous. Qui vous dit qu'il faut renvoyer les travailleurs? Ce qu'on est en train de faire, ou qu'on va faire encore de manière intensive là-bas. J'ai entendu, c'est le ministre de la fonction publique, qu'on va licencier beaucoup de gens parce qu'on ne sait pas maîtriser les effectifs dans la fonction publique. Mais c'est la 40e fois qu'on parle des effectifs dans la fonction publique. D'accord. On sait simplement qu'il ment. Oh. Oui, il ment parce que la décision ne vient pas de lui. La décision vient du Fonds monétaire international. D'accord. Avec lequel vous avez signé un accord. Cet accord prévoit entre autres la diminution, la réduction des effectifs, le licenciement massif, la hausse des prix, la dévaluation telle que vous les vivez aujourd'hui. On entrera dans le détail. À la fin, n'oubliez pas de me remettre mon livre. Je demanderai à mon équipe, il faut demander à mon assistante Faylor sur la table de mon bureau. M'amener les livres que je vais remettre au professeur en direct à la télévision. C'est important parce que c'est la deuxième fois. Mais le professeur oublie de prendre son livre à la fin de chaque émission. Parce qu'il est très concentré à faire les interviews pour les journaux. Professeur, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec l'agriculture, il faudrait aller dans d'autres domaines. Mais pour beaucoup, il faudrait un bon budget à l'agriculture pour résorber le problème de la faim. Je reviens toujours le débat qu'on sorte. C'est idéologique d'abord. Je dis, il y a un consensus, on parle d'agriculture qui doit nourrir. Même vous faites l'erreur en parlant du Congo au lieu du Congolais. Ok. Est-ce qu'on a 81 millions d'hectares? 80 millions On ne sait pas. Si on ne sait même pas combien de Congolais sont en RDC, où ils sont, on ne sait pas combien de terres arabes. Vous remettez en doute ces 80 millions de terres arabes. Voilà, par ailleurs, les RDC disposent de près de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, dont 1% seulement cultivées. L'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Il y a quelqu'un que je connais bien, j'aime bien, je ne veux pas citer son nom. Il a dit il y a 80 millions d'habitants. Je dis comment? Il a dit ils ont fait des projections de 1960. C'est comme ça, chaque année, il n'y a pas 81 millions. C'est triste qu'on ne fait pas la recherche nous-mêmes, qu'on n'a pas les données. Il n'y a nulle part en RDC, on a fait des recherches pour savoir combien on a. Ça, de un côté. De deux, la discussion est purement idéologique. Doit-on parler du ventre du Congolais? Moi, je dis non, c'est la tête qui nourrit le ventre. Ce n'est pas le ventre qui nourrit la tête. Okay. Et ça, c'est purement idéologique. Est-ce qu'on peut parler de l'agriculture? Je dis que c'est une distraction dangereuse. C'est une distraction dangereuse. Dans un temps moderne, ça veut dire qu'on a toujours des aspirations primitives. Okay. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire de la RDC un grand champ de bananes, des bananes plantées. C'est pas ça. C'est dépassé. C'est dépassé. Pour 3 raisons. Je dis pourquoi. La première raison, c'est ceci. L'agriculture, dans tous les secteurs, c'est le moins rémunérateur. C'est le moins rémunérateur. Oui, quand on voit l'agriculture, l'industriel et les services. C'est le moins rémunérateur. Je donne un exemple que je disais la fois passée. Burundi, 90% de son travail, force de travail ou les gens qui travaillent, c'est dans l'agriculture. Pays pauvre. Singapour, non, ils sont dans les services. Moins de 1% dans l'agriculture. Mais ils ont un revenu élevé. Le Congolais a faim parce qu'il est fauché. Personne ne veut le vendre. Il est fauché. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de terre. On ne peut pas lui vendre. De deux, je parlais je dis c'est un secteur le moins à faible revenu. Pourquoi on va aller se spécialiser en ça? On passe de l'autre secteur, on parle de technologie.
Hein, aujourd'hui, comment on fait l'agriculture? Ce n'est pas culture maraîchère et tout ça. 2, 3, tricher. Les subventions. La Chine, on dit, c'est un grand pays agriculteur. La Chine donne 200 milliards. La Chine donne. Le nombre qu'il donne à ses agriculteurs, c'est au-dessus de ces 3 qui le suivent. L'Europe en soi a donné, je crois, 32 milliards aux agriculteurs directement de chèques. Pourquoi? Pour rendre le prix de leurs produits moins cher que combien ça leur coûte de produire. Comment on va faire la compétition dans ça? Pourquoi on va faire l'agriculture quand c'est moins cher d'amener d'ailleurs? Et nous, de s'occuper d'autres choses. Au lieu de faire l'agriculture aussi par la concurrence, ce qui viendra d'ailleurs va être moins cher. Toujours, on a vu ça en Haïti, les Américains sont allés, ils ont bombardé le marché de lait, tout ça, ils sont plus. Pourquoi ils trichent? Ils ont l'argent pour faire les subventions. Nous, on n'en a pas. Ils prennent d'une main à donner à une autre. L'Allemagne, on donne aux jeunes Allemands l'argent direct pour faire l'agriculture. Ce n'est pas pour nourrir les Allemands, c'est juste culturel. Ils se disent, on doit avoir une industrie culturelle. Ils ont un déficit avec l'argent, avec l'agriculture, mais d'où ils trouvent l'argent? C'est dans l'industrie, dans la technologie. Ils trouvent l'argent, ils gaspillent ailleurs. Si on veut faire l'agriculture pour des raisons culturelles, pour se dire, quelque part, on plante les bananes plantains, bien beau. Mais c'est ça, c'est un débat. On plante le maïs, on plante les... Juste pour des raisons pour l'autosuffisance alimentaire. C'est la tête. On doit développer la manière, le moins de participation du Congolais qui soit compétitif dans un secteur qui paye le plus pour que lui-même, s'il veut se nourrir, il va se nourrir. Moi, je n'ai pas pris le déjeuner aujourd'hui. Vous n'allez pas me forcer de prendre mon déjeuner le matin. Si je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Tout ce qui compte, c'est ma poche. Et ça divise encore, je dis, il y a mes vieux conservateurs qui ont une certaine notion du rôle de l'État colonial. C'est encore colonisé. Et on doit arriver à un débat pour dire, on doit casser ça. Nos aspirations sont primitives, si je peux exagérer le terme. Donc on ne doit même pas financer l'agriculture pour vous, ou pas un budget assez important? Non, on doit aller financer d'autres secteurs à revenus élevés et dire comment le Congolais sera en mesure de se nourrir. Pas il a faim. Oui, il a faim aujourd'hui, il pleure, mais c'est encore émotionnel. Le Congolais aujourd'hui, il meurt de faim parce qu'il est fauché. Ce n'est pas pour les terres arabes. Donnez-lui l'argent. S'il veut manger le sushi chaque jour, il va le manger. S'il veut manger congolais, il va le faire. C'est l'orientation, c'est la différente direction. On lui donne l'argent comment? On investit dans le secteur à revenus élevés. L'électronique, le service, même le tourisme aujourd'hui, si on le fait d'une façon moderne, c'est un revenu élevé que l'agriculture. On doit s'attaquer dans les services, dans les secteurs à revenus élevés, parler de la tête du Congolais au lieu de son ventre. Parler du ventre du Congolais, nourrir la tête. Mais ventre affamé n'a point d'oreille. Hein? Oui, comment voulez-vous qu'une tête réfléchisse quand le ventre est vide? Ça réfléchit. Moi, je réfléchis même quand j'ai faim. Ça, c'est aussi une... Ça, c'est vous. C'est pas l'état d'esprit, mais quelqu'un qui n'a pas mangé parce que même pense le voleur, d'abord ventre. Hein? Même le voleur, il doit réfléchir même affamé, il arrive à voler. Ça veut dire que la tête fonctionne même affamé. On ne doit pas parler du ventre, on doit parler de la tête. Même affamé, le voleur vole. Il complote, il entre, il te vole, affamé. Ça veut dire que la tête fonctionne même affamée. On doit parler du ventre du Congolais. Il faut qu'on arrive à dire, ce qui met à cœur, c'est même autour des plateaux, de télé, je vois, c'est toujours les voix que je dis des conservateurs. Et il y a un certain consensus. Vous êtes un libéral? Moi, je suis un libéral. Je dis, on parle le Congolais, les conservateurs parlent le Congo. Ils veulent faire de l'État le papa comme à la colonisation. Ils ont des aspirations primitives du rôle de l'État, du rôle de l'argent, du développement. Je dis, mais heureusement, c'est la République démocratique du Congo. On doit arriver à faire la guerre des idées, pas un consensus. Par exemple, quand vous avez choisi le thème de l'agriculture, je dis, pourquoi on en ferait toute une émotion? On ne peut pas faire tout. C'est 2 points de vue et c'est fini. Je dis l'agriculture, on n'a pas d'argent pour les subventions, on n'est pas compétitif. 2, comment on a fait? C'est le secteur le moins rémunérateur. On n'a pas de technologie. Oubliez ça. Allons dans une autre direction. D'accord. Monsieur Norbert Bayamba, on n'a pas besoin d'agriculture. On doit investir dans les services, dans le tourisme, dans l'industrie. Il ne faut pas venir agriculture, ça ne va pas changer grand-chose. Tu sais, Peter, Joe, lui, il aime larguer ces choses. Et puis bon,
C'est quand même intéressant parce que ça nous pousse à la réflexion pour chercher des choses pertinentes. Il prend le sens contraire de la réflexion de Kivu. Ouais. Donc, il y a des choses intéressantes qui poussent à la réflexion, mais il y a aussi des choses qu'on doit adapter par rapport à la culture, par rapport au degré, à la capacité, à l'âge culturel d'un peuple. Hein, vous ne pouvez pas aujourd'hui demander aux gens d'utiliser l'intelligence artificielle au moment où ils sont encore primaires, surtout que 70% des gens vivent de l'agriculture. Avant d'arriver à la technologie avancée, etc., il faudrait que cette technologie soit adaptée par rapport à la capacité de ceux qui sont censés être des usagers par rapport à ça. On lui dit, vous les usagers là, ça prend beaucoup de temps, allons vers un secteur plus productif. Et quand on regarde les différents secteurs, quand on regarde le système d'enseignement, ça complique. C'est comme ça qu'il ne faut pas non plus aller en vitesse, il faut y aller graduellement pour construire une dynamique dans une direction qui nous permet de relever les défis. Mais je voulais quand même apaiser les professeurs en fait. Lorsqu'ils parlent que le budget, c'est le Fonds monétaire international, ça aussi c'est un discours qui a évolué, qui est dépassé aussi. Le budget, il y a des services qui sont ici, etc. Nous avons fait combien d'années sans avoir un contrat avec le Fonds monétaire international, mais les gens mettaient en place leur budget. Certainement qu'on n'est pas resté des enfants, des bébés sous biberon. Le problème, c'est ce que Joe est en train de dire et il insiste sur les revenus. Certainement que quand on n'a pas de revenus, on recourt à ces institutions qui ont leur vision. Et là, il a raison. Et ils imposent. Ils imposent des conditions. Mais nous pouvons aussi échapper véritablement à ces conditions. Mais il ne faut pas non plus dire que si aujourd'hui le budget est ce qu'il est, c'est que très clairement c'est le Fonds monétaire international ou c'est l'Union européenne. Ah non, 10 milliards de dollars. Mais quels sont les services producteurs de richesses qui peuvent nous donner véritablement des plus-values ou des valeurs ajoutées par rapport à ce que nous faisons? Il n'y en a pas. Donc ce sont des grands défis. Le Fonds monétaire international va venir s'imposer sur quoi? Pour dire que bon, un budget qui aurait pu avoir 50 ou 80 milliards de dollars et que bon, nous vous demandons de rester justement là où vous êtes. Non, et ça a évolué et d'ailleurs, on a fait une étude approfondie par rapport aux évolutions positives de ce Fonds monétaire international qui est resté l'outil de domination et de pénétration de toutes ces puissances d'argent. Je voudrais également dire que on est resté pendant longtemps ici avec des agents dans notre administration, etc. Les Fonds monétaires internationaux n'étaient pas contents avec nous. Mais je voudrais rappeler que moi j'ai travaillé comme consultant à la Banque mondiale sur la question de l'administration de notre pays. Okay. Les différentes réformes qui ont été liées dans l'essence de pouvoir avoir un personnel effectif. Ces réformes datent depuis 2013. Non, depuis 2000. Depuis 2001 avec l'arrivée de Joseph Kabila, etc. Il y a les Sud-Africains qui ont soutenu, il y a la Banque mondiale, etc. Il y a eu plusieurs contrôles biométriques. Professeur, vous savez qu'avant 2018, lorsqu'il s'agissait de faire les élections, les politiques électoralistes ont poussé les dirigeants de l'époque de partir de 800 000 agents qui étaient opérationnels à 1 600 000. 1 600 000 dans l'intervalle de septembre à décembre 2018. Vous voyez, je suis allé quelque part dans une province pour faire le monitoring, n'est-ce pas, de ces actions. Je trouve dans un bureau une pièce, 400 personnes. Tout le monde a été recruté, on leur a donné des numéros matricules, etc. Professeur, allez-vous accepter naturellement que ces chômages déguisés, ces chômages de luxe puissent véritablement avoir accès dans un pays comme ça? Il faut entendre les Fonds monétaires internationaux. Moi, j'ai dit non. Les initiatives qui sont prises aujourd'hui par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour réduire les nombres et contrôler l'effectivité du personnel, ce sont des initiatives qui datent d'il y a des décennies. Et il y a des grands projets qui ont travaillé à la matière. Donc, certes, le Fonds monétaire international est connu par ses traditions, avec des restrictions sur le plan social, ça c'est évident. Mais lorsque on fait un contrôle sur 1 600 000 personnes et qu'on trouve essentiellement 73 000, c'était danger public.
C'est un danger public qu'il faut corriger. Et ça, ce n'est pas le Fonds monétaire international. Encore que le Fonds monétaire international ne nous a pas encore donné quoi que ce soit. Donc, nous avons quand même une marge de sécurité pour que nous puissions nous avancer. Je voudrais également dire que 80 millions d'hectares de terres arables, c'est tellement qu'il n'y a pas que 80 millions. On peut y aller, il y a des 40 millions de terres marécageuses. Donc, ça nous fait dans les 120 millions de terres qui sont présumées être arables, pour lesquels la fertilité peut nous donner une production additionnelle. Et ça, c'est la FAO. Quand vous regardez, c'est depuis 2010, vous regardez le rapport de la FAO, vous trouverez effectivement. Nous y avons travaillé parce que j'étais coordonnateur INRED et on a actualisé cette étude qui a été faite sous la direction du gouvernement de la République. Ce n'est pas une distraction, mon cher. C'est vraiment pas une distraction, quoi. C'est vraiment pas une distraction, même si certainement, il peut avoir raison lorsqu'il dit il y a des produits, certains produits agricoles importés qui coûtent moins cher que ce qui est produit ici, parce que ce qui est produit ici demande beaucoup d'investissements, compagnie, etc. Et puis bon, on peut avoir des oranges qui viennent par exemple de tel ou tel pays et qui coûteraient moins cher que lorsqu'on investit une plantation, un verger d'oranges, compagnie, etc. Ça, il peut avoir raison. Mais écoutez, cher Joe, il faut construire l'autonomie. Et l'autonomie passe par sa capacité, par son ingéniosité, sa capacité d'avoir ses propres alternatives. Mais je voudrais, ce n'est pas une contradiction. Joe insiste sur la technologie. Ça peut l'être aussi. Et aujourd'hui, la technologie est à la base de la productivité. On ne refuse pas. Mais alors, lorsque vous regardez les différentes politiques agricoles, vous allez trouver qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la technologie. Le premier problème, lorsqu'on veut rentabiliser l'agriculture, il faut se poser la question sur le budget. Quelle est la volonté, n'est-ce pas, du gouvernement qui l'accorde à l'agriculture? Alors, on va regarder le pourcentage. Il me semble jusqu'à preuve du contraire. Avec le maréchal Mobutu, on n'a pas excédé 3%. Avec, n'est-ce pas, le régime de 18 ans, on est allé jusqu'à 3%, mais pour acheter des tracteurs qui sont devenus des musées aujourd'hui. Voilà. Il y en avait 2000. C'est installé dans les parcelles, je ne sais pas, des autorités, compagnies, etc., dont on n'a rien foutu. Vous voyez, et quand on regarde Bokanganouz avec tous les freins que ça a investi, etc., donc on comprendrait qu'en fait, même le budget lui-même, il a été budgétivore. Il faut donc renforcer le budget, etc., pour faire véritablement des affectations rationnelles. Je voudrais également dire que le foncier, Joe, quand vous êtes sur la route de Bandundu ou du Congo central, vous allez voir des espaces et des espaces. Quelle est la loi foncière dans notre pays? Qui peut accéder à des espaces de production? C'est les gens qui connaissent la procédure, mais les gens qui payent la contrepartie à l'État. Or, la plupart, véritablement, de ces espaces ne sont pas donnés aux gens qui en ont besoin. Et ceux qui en prennent, qui ont de l'argent, et qui savent ce que c'est le cadastre agricole, compagnie, etc., et font la spéculation, cherchent occuper, et ça reste. Quelqu'un est auréolé d'un prestige que, bon, moi là, monsieur, moi, j'ai 730 hectares, 1000 hectares, voilà. Il reste comme ça et on ne produit pas. On ne produit rien, on en fait Moi, rien. je peux avoir la volonté, vous venez des États-Unis, vous voulez avoir. Et d'ailleurs, vous en souffrez, vous savez comment les documents se donnent ici, etc. Et donc, il n'y a que les gens qui ont l'influence, les gens qui ont un ancrage institutionnel, et ce sont ces gens qui ont pris un accès, mais qui ne font presque rien. Il faut revisiter véritablement les droits fonciers. Parce que même au niveau du village, on vous dit que bon, la loi qui régirait les communautés locales pour les terres qu'elles occupent sera réglée par une disposition. La disposition 389 de la loi de 73. Il faut revisiter tout ça. Le code forestier arrive à reconnaître à l'article 7 que, bon, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais alors maintenant, qui ont accès? Même les villageois ne sont plus propriétaires de leurs terres. Et cette insécurité-là ne permet même pas qu'on puisse cultiver les oranges maintenant dans la périphérie de Kinshasa compagnie. Je voudrais également dire qu'on finance quoi? Est-ce que l'agriculteur est financé? Vous avez suivi
chez les Américains, des subventions d'exploitation de 200 milliards de dollars. Et nos agriculteurs. Dès lors que le Mais est-ce que nous avons des banques agricoles aussi ici? Bon, voilà, le financement. Donc, ce financement passe d'abord par le crédit. Et Peter a raison. Nous avions eu la banque de crédit agricole que le maréchal a mis en place en 1981. Il a mis en place la société de financement, la SOFIDE, Albert, la société de financement au développement. On a encadré les coopératives de production, de commercialisation, d'épargne et de crédit dans les milieux ruraux. J'ai vu et j'ai expérimenté que les coopératives pouvaient bien travailler au service des paysans, etc. Tout ça, c'est tombé à moule. Je voudrais également dire que la recherche, et là je vous rejoins, comment allons-nous faire l'agriculture sans la recherche? Mais par le passé, avec l'homme blanc, le belge, et le maréchal aussi, il a maintenu le cap au niveau des centres de recherche agricole. Vous allez ici dans le Congo central, vous avez le centre de recherche de Voisy. Vous allez à l'Équateur, à Guémena, à Boketa, vous allez au centre de recherche agricole. Vous allez au Kasaï, le centre de recherche agricole d'Nganadjika. Vous avez au Sankourou, le centre de recherche de Mukumari, etc. Vous allez au site Kivu. Vous allez Moulungu. Voilà, ces centres existent. L'INERA existe. Et qu'est devenu INERA? Avec quel financement? Si ce n'est que la coopération belge, la coopération américaine, à quelle proportion? On ne peut pas laisser un domaine de prédilection qui occupe plus de 70% des gens, et bien seulement à l'étranger. Et quel étranger? Ils sont des tricheurs et ils savent comment nous tricher. Ils nous aident, mais ils ne nous aident pas des banquiers. Et le professeur a raison. Donc il faut une révolution par rapport à ça. Okay. Et quand je termine, papa. Et en dehors des centres de recherche, il y a aussi la formation. On ne peut pas faire un travail sans formation. Vous connaissez, même pour être entrepreneur, il y a des écoles accélérées, ce qu'on appelle l'école non formelle. Et nos agriculteurs sont enseignés où? Les centres de vulgarisation agricole existent. Ça existait. Ça faisait des voyages pour aller entraîner pratiquement les paysans. Aujourd'hui, ils sont devenus des orphelins. Les centres lui-même est une opération. Allez voir. C'est pratiquement un musée. Les agriculteurs sont différents des agronomes. Hein? Non, les agronomes sont des gens qui ont été formés, qui peuvent entraîner les agriculteurs. Les agriculteurs sont des usagers et qui font ce travail-là. Mais les magasins semenciers, où sont les semences améliorées, mon ami? Si les centres de recherche ne peuvent plus produire, nous avons mené des études à Moulungu. De tout le temps, le paysan du Nord Kivu, du Sud Kivu, était revêtu des semences améliorées, des techniques culturelles modernes. On en est où là? Écoutez, ça ne produit rien. Donc, il n'y a pas que ça. La formation, j'ai parlé, le magasin semencier, on n'en a pas. Il y a des endroits, j'étais à Guémena, à Akula, dans un endroit stratégique, mais il n'y a pas de machettes, il n'y a pas de bêches. Les gens commencent à travailler. Ils utilisent les forgerons locaux qui les encadrent pour avoir quelle production, au prorata de quelle population. Voilà, donc c'est ça. Et la commercialisation, on va où? On vend nos produits où? On déverse. Regardez, toute la production que nous avons, ça vient de l'extérieur. Nous avons connu Bumba pour la production du riz. Nous avons connu Lodja, production du riz. Aujourd'hui, il faut Thaïlande. Aujourd'hui, Chine, Pakistan, Ghana. Et j'ai vu au Ghana, la production du riz suffit pour toute la population ghanéenne et on exporte. C'est ça ce que nous sommes en train de vouloir, mon ami. Il faut que l'argent puisse aller chez les Thaïlandais, puisse aller chez les Ghanéens. Pourquoi nous ne pourrons pas avoir nos propres agriculteurs qui bénéficieront véritablement de notre marché et qui peuvent aussi profiter du marché de l'Afrique australe? 400 millions de consommateurs. Afrique centrale, 350 millions de consommateurs. Et nous ne sommes pas là. Vous voyez? Donc c'est cela justement. Et puis les routes de dessert agricoles, c'est 88 000 km de routes de dessert. On a réparé combien? Pendant 3 décennies comme ça, on n'est pas allé au-delà de 2000 km. Et ça se désagrège parce que ces gens qui bénéficient pas, des marchés, etc., sont des gens qui sont en complicité avec ceux qui sont véritablement censés donner ces marchés-là. Okay. Oui, et les ponts. On a combien de ponts? 3500 ponts. Combien sont réparés? On a 1500 bacs. Alors maintenant, Chani Metal, lorsque vous avez 75%, 75 milliards de dollars, vous pouvez avoir un bac de 10 tonnes, de 15 tonnes, 20 tonnes, s'il vous plaît. On en a combien? Combien de rivières ne peuvent être plus traversées par des bacs? C'est ça ce que ça veut dire. Aujourd'hui, le fleuve, moi je suis fils au Natra.
Pour quitter Kinshasa jusqu'à Kisangani, combien de produits vous traversez l'Équateur, vous arrivez à Kisangani? Mais déjà, il y avait dès la production à gogo à Kinshasa. Il n'y avait pas la faim. Les gens avaient honte de manger les chinchards ici. Alors maintenant, aujourd'hui, l'on attend. Heureusement qu'on est en train de travailler dans la perspective de pouvoir relancer cette entreprise. Mais où est-ce qu'on en est? Et le balisage lui-même, le travail qui était fait par le balisage, et ça promenait dans des petites rivières. Est-ce que le travail est fait? 14 000 kilomètres de routes fluviales. On en est où? Les voies ferrées, c'est 7 000 kilomètres. On en est où? Où sont les locomotives? Et les rails lui-même, à quel état? Et ça débite. Donc, c'est tous ces éléments-là, mon ami. Lorsqu'on y met de l'attention, lorsqu'on se concentre pour affecter des moyens, et puis, pour terminer, la mécanisation agricole, ce que vous appelez la technologie agricole. Cette mécanisation, on en a où? Les quelques entreprises qui étaient appelées, mais on nous fabrique seulement les bambolas, etc. Il faut de la recherche. Et là, il faut une congruence entre les opérateurs économiques, les chercheurs de la matière et les usagers, pour que nous ayons véritablement une synergie gagnante. Voilà. Albert Moleka. Et Peter, je crois que mes frères et amis qui m'ont précédé ont chacun bien défini la problématique de l'agriculture dans notre pays, en disant en fait très clairement, si je peux essayer de rassembler le tout et résumer, que d'abord, que ce soit l'agriculture ou l'autosuffisance alimentaire, oui, ça peut être un beau slogan, et c'est un slogan qui revient beaucoup dans les discours politiques, mais ça reste un slogan creux tant qu'on ne tient pas compte, que ce soit de l'histoire du pays et la nature même du pays dont on parle, si on ne tient pas compte du présent, c'est-à-dire l'importance de la technologie et en plus, je dirais, l'importance, il y a une obligation de culturation ou d'acculturation pour rester dans disons, pour avancer avec l'univers. De s'actualiser. S'actualiser. Et comme l'a souligné Norbert, vous avez tous ces paramètres, donc ces faits concrets qui décrivent l'état du pays, tant au niveau des routes, tant au niveau de la gouvernance en elle-même. Étant peut-être un peu conservateur, selon la théorie de mon jeune frère Sekimonio, moi je me sens beaucoup plus proche du professeur Calais, tout en gardant la lumière que nous donne toujours... ça se passe entre conservateurs. Norbert, donc ça se passe entre conservateurs. En quel sens? Je veux dire que lorsqu'on parle de l'agriculture et qu'on lie directement l'agriculture avec l'autosuffisance alimentaire, je crois que c'est un raccourci qu'on prend très vite. Très vite. Et c'est pour ça qu'on, très souvent, on saute des étapes, mais simplement pour des raisons politiques. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple précis. On parle d'autosuffisance alimentaire, mais parlons quel est le régime alimentaire du Congolais aujourd'hui? À l'époque, lorsque nous grandissions, on dire que le régime alimentaire de quelqu'un de Kinshasa n'était pas tellement différent du régime alimentaire de quelqu'un de Inongo ou quoi. Nous mangions tous bio. Et des choses qui sont produites ici, le poisson du fleuve, on avait encore l'occasion de manger même le gibier. Tandis qu'aujourd'hui, rien que ces aliments-là sont devenus comme des aliments de luxe. Un luxe. Et aujourd'hui, comment allez-vous convaincre un jeune
qui est déjà dans les shawarma, déjà dans les hamburgers, dans les pizzas, déjà dans les pizzas. Maintenant, non, tu dois arrêter ça. Il faut revenir dans les liboké, dans les biteku et les matembele. Dans les ngulumayo. Alors, je crois qu'il faut... Moi, je définirais d'abord une politique agricole qui doit aussi être adaptée aux différents milieux. Nous avons encore des portions de notre population qui, pour eux, leur régime alimentaire reste et restera pour un bout de temps, peut rester encore strictement bio. Okay. Mais nous avons une large population aussi dans toutes ces villes, dans toutes ces grandes métropoles qui, elles, évoluent avec le contexte beaucoup plus international. Alors, dans le cadre de la gouvernance, définir la place de l'agriculture dans l'économie et dans la politique économique. Tout à l'heure, Norbert nous a donné quelques statistiques très intéressantes. Sous la Deuxième République, on met 3% du budget à l'agriculture. Mais combien de devises rapportait l'agriculture avec ces 3% du budget par rapport à ce que l'agriculture nous rapporte aujourd'hui avec un budget peut-être beaucoup plus important? Donc, il y a une question aussi d'ordre managérial, mais tout d'abord, il y a toujours ce que le professeur disait par rapport à la colonisation. Léopold II, son intérêt, c'était son intérêt propre et l'intérêt de ses sujets. Il ne nous considérait pas comme ses sujets, c'est-à-dire le colonisé n'était pas considéré par le roi des Belges comme ses sujets, mais comme un outil de travail comme un autre. Maintenant, c'est à partir de la politique de colonisation que l'agriculture a été dirigée sous la colonie. Lorsque nous devenons indépendants, nous avons eu plusieurs décisions politiques en termes d'expression de vision politique et des slogans, toujours l'agriculture priorité des priorités, autosuffisance alimentaire. Je crois que nous sommes maintenant arrivés à une situation que je qualifierais, nous sommes dos au mur. Aujourd'hui. Dos au mur, parce que d'abord, comme l'a très bien dit mon frère, je le rejoins là-dessus, nous ne savons pas combien nous sommes. C'est un 10-80, moi je peux vous dire nous sommes 120 millions. Comment tu vas me... On n'a pas une précision exacte. On n'a pas une précision exacte. Et je vous assure que chez certains, lorsque vous parlez dans certains milieux, vous pouvez venir avec le meilleur discours, le beau discours et tous les chiffres que vous voulez, mais les gens vous regardent, ils savent, mais ce gars, il parle, mais il ne sait même pas ce qu'il dit, ils ne savent même pas combien ils sont. Ils ne savent pas combien ils sont. On va parler d'autosuffisance alimentaire, c'est pour alimenter qui, combien, avant de savoir comment, avant de pouvoir faire les choix les plus idoines pour tel ou tel secteur. Nous avons eu, pendant une longue période sous la Deuxième République, nous avons eu des produits agricoles, mais qui n'avaient rien à voir avec l'autosuffisance alimentaire, des cultures pérennes, le café, le cacao, le thé, qui ont rapporté beaucoup de devises, qui aujourd'hui n'en rapportent plus tellement, mais beaucoup de pays voisins ont pris le relais. Beaucoup de pays voisins ont pris le relais. Concernant la technologie qui est bien sûr indispensable aussi pour développer cette agriculture, mais encore une fois... On ferait mieux d'investir plus dans la technologie, dans le service que dans l'agriculture. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. L'un ne doit pas exclure l'autre. Mais pour le professeur, la priorité, c'est d'abord la technologie. L'agriculture, c'est... Non, on est primitif quand on réfléchit à quelque chose. Vous devez utiliser la technologie dont vous avez besoin, C'est pas primitif. pour cadrer avec votre politique agricole.
Mais en fait, le problème essentiel de départ, c'est toujours la vision. Et la vision, elle est politique. Parce que la vision concerne la communauté, concerne la cité. Et c'est dans le cadre d'une vision politique qu'on va définir une politique agricole et qu'on doit définir aussi la relation de cette politique agricole, par exemple, avec la technologie. En quoi la technologie peut nous booster, peut nous faciliter certaines choses. Mais moi, j'insiste une nouvelle fois sur le problème du régime alimentaire. Ok. Vous savez, une fois, je crois, lors de nos discussions, tu avais relevé et Norbert nous avait édifié dans son le taux de crétinisme dans notre pays. Et c'est lié aussi au régime alimentaire. Surtout à la fin. C'est lié au régime alimentaire. Mais nous courons le risque que dans 30, 40, 50 ans, nous atteignions un taux de crétinisme qui nous condamne tellement à être dirigés par les plus aptes. Par les plus aptes. Donc il faut aussi insister. Parce qu'on ne sait plus utiliser notre cerveau. Sur les liens qui existent entre l'agriculture, les produits agricoles et la santé. Ok. Et la santé. Parce que, bon, tout ce dont nous parlons ici, ce sont des secteurs qui tournent autour de l'être humain. Et cet être humain, s'il n'est pas en bonne santé, va lui apprendre la technologie, va lui apprendre même, je ne sais pas quelle culture il doit produire pour le bien-être de sa famille. Il y a ce lien entre le régime alimentaire, donc ce que nous produisons au niveau agricole pour nourrir les gens, et la santé, et il faut aussi tenir compte de ça. Mais encore une fois, moi, le slogan de l'autosuffisance alimentaire, vous savez, c'est le genre de slogan pour régler peut-être certains problèmes, hein, mais surtout, c'est embuer plutôt beaucoup les... Mais il faut quoi pour que nous gens. puissions atteindre justement cette autosuffisance alimentaire? Il faut quoi, selon vous? Ce qu'il a dit, il faut l'argent. Nous en avons ou pas? Le Congo ne manque pas d'argent. Le Congo ne manque pas d'argent. Mais l'utilisation de cet argent... L'affectation. Écoute, lorsque vous regardez ce que le Congo produit en termes d'argent, tant pour les Congolais que pour les étrangers, vous ne pouvez pas dire que le Congo manque l'argent. Non. Mais c'est un problème un déficit de management, un déficit de compétences. On dit souvent l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais encore une fois, déjà nous-mêmes, et je répète, arrêtons de voler. Juste une seconde. Pour dire que l'agriculture ne s'oppose pas à la technologie. L'agriculture, c'est un secteur. Okay. La technologie, c'est une technique. Dans l'agriculture, on peut utiliser la technologie. Okay. Et la 5e composante agricole, c'est la mécanisation agricole. Et donc, mais les techniques, elles sont rudimentaires. Les techniques sont primitives, ce que nous utilisons, pour lesquelles nous voulons apporter la rénovation en y amenant des techniques un peu innovantes qui permettent à pouvoir changer la chose. Deuxième chose que je voulais dire, l'agriculture ne sont pas seulement aller au champ, quoi. Il y a 17 composantes. L'élevage des poissons, l'aquaculture, les animaux, compagnie, etc. La zootechnie et la phytotechnie, c'est l'agriculture, 17 composantes. Okay. Et on peut y mettre de la technologie partout. Mais la recherche est encore... fait encore défaut. Même la culture de poissons, c'est aussi l'agriculture. Oui, c'est l'agriculture. On appelle ça les ressources halieutiques. Dont nous avons 1500 espèces contre 413 pour les bassins d'Amazonie. Donc, le Congo, notre pays, 1500 espèces. Vous allez sur la route, sur le fleuve, vers la Ngombe, avant d'arriver en Bandaka, il y a des poissons qui meurent de vieillesse. Il y a un spécialiste au Congolais que j'ai déjà reçu. Un jour, un chercheur a découvert une nouvelle espèce de poisson-chat. Oh. Oui.
Les professeurs Ici, chez Moutambo, les professeurs Moutambo ici à Pigeon, il est professeur de pisciculture. Aujourd'hui, il fabrique par jour, par poisson, 800 alevins. 800 alevins. Alors si on pouvait prendre ça et on multiplie, on aurait facilement de poissons. J'ai tenté une expérience de recherche actuelle à Kimbanzéré. Et on a distribué à 1300 pisciculteurs de poissons, mais qui leur permettent de vivre. Quand vous parlez de poissons ici, moi ça me rappelle les poissons qu'on a voulu acheter en Namibie. C'est terrible, hein? Vous aimez beaucoup Namibie, hein? Non, quand on voit les potentialités que nous avons, on se pose des fois la question de savoir, mais on est en train d'amener les gens dans le firmament. Mais il y a que, si un étranger nous suit, mais regarde ces gens-là, ils sont en train de réfléchir. Mais ce n'est pas un potentiel, Peter, c'est une réalité. Pour beaucoup, ça peut passer pour utopique. Hein. Au regard de ce que nous vivons, professeur Kalele. Oui, je crois qu'il faut réfléchir en rapport à ce que nous vivons. On dit nous avons beaucoup d'argent, nous avons 10 millions de ceci. 10 milliards. L'impressionnisme de monsieur ici avec les chiffres. Monsieur Norbert Yambayama. C'est l'impressionnisme. Il faut impressionner par les chiffres pour donner l'image qu'on maîtrise les choses. Mais sur le terrain, le Congolais vit comment? Il vit comment? Aujourd'hui, lui parle de l'alimentation. Vous allez dans nos cités ici, qu'est-ce qu'on mange? Les mukongo. Les masoko ya dendo. C'est ça que l'on mange. Dans les Maléwa. C'est un nom en français, j'espère. Pour ce qui est du Fonds monétaire international, je crois que nous devons être sérieux. Il y a eu un tollé général dans le tiers-monde contre cette politique. Les années 84. Même Mobutu, qui s'est vanté à un moment donné être l'élève modèle du Fonds monétaire international, avait fini par lui tourner le dos. Mais qu'on trouve encore aujourd'hui des intellectuels, avocats du Fonds monétaire international, ça nous scandalise. Tout ce qu'on a fait comme expérience ici négative, à travers tout le tiers-monde, tous ces gens-là étaient bêtes. Tous ces villageois-là étaient bêtes. Tous ces intellectuels-là étaient bêtes. C'est le professeur Ilunga Kabongo qui publiera un article qui continue à faire l'actualité. On constate que plus on a des ingénieurs en pont et chaussées, plus les routes s'enfoncent. Plus on a des pédiatres, plus les enfants meurent. Plus on a des médecins, plus les hommes meurent. Plus on a des professeurs, plus le Congolais s'abrutit. Oui, toutes ces vos histoires de technologie-là, il faut mettre des bémols, être sur terre. Mobutu a fait priorité de l'agriculture, priorité de priorité. Il a créé la SOFIDE, la banque de crédit agricole. On a distribué des tracteurs, des camions aux députés, aux gens de... c'est encore quoi? L'autre comité central et consorts. Il y a eu la zairianisation. Et puis on a dû rembourser tout ça. Vous dites bien que
l'Occident produit beaucoup avec la technologie, peu de gens, beaucoup de choses. Mais l'Occident, tout en produisant, a besoin de marché. Si ces produits doivent être consommés chez vous, quel intérêt a-t-il à développer votre agriculture? C'est pas trop la théorie du complot? La théorie du complot existe. La théorie du complot, c'est une théorie scientifique. Elle existe. Ce qu'on appelle aussi la réelle politique existe. Est-ce que ce que nous enseignons à l'université, à un moment donné, je regrette même de l'avoir enseigné. Oui. La démocratie, pouvoir du peuple par le peuple, etc. Qui désigne les dirigeants? Même nos propres dirigeants. Le peuple. Oui, c'est un slogan. Vous avez désigné Mobutu combien de fois? Vous avez désigné Kabila combien de fois? Je peux continuer la liste. Continuez. Hein? La plupart de nos dirigeants, sinon tous, nous sont imposés de l'extérieur. Ce n'est pas pour servir vos intérêts. Mobutu pendant tout le temps qu'il a fait là, il a servi les intérêts de qui? Des Congolais? Ça veut dire que la colonisation blanche continue, mais derrière un noir qui nous met devant. Oui, c'est ça qu'on appelle le néocolonialisme. Coloniser le noir par le noir. Et aujourd'hui, le néocolonialisme est même pire que le colonialisme. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est des noirs. Mais qui sont au service des blancs. Oui. On voit ce qui se passe au Mali, ils sont Côte d'Ivoire. choisis par les blancs, qui travaillent pour les blancs. Lorsque vous les dérangez, c'est les blancs qui les soutiennent et qui les maintiennent. Même vos constitutions là, quand vous dites respect du mandat. En Côte d'Ivoire, il y a eu respect des mandats. Ici, il y a eu respect des mandats pour Mobutu combien de fois? Pour Joseph Kabila combien de fois? Ce qui se passe au Mali et ce qui se passe en Guinée là. Alpha Condé voulait s'octroyer un troisième mandat. On l'en empêche. Quelle a été la réaction de l'Occident, et particulièrement de la France? Quand c'est un type qui est à leur service, ils ferment les yeux. Ils ferment les yeux, la Constitution ne compte pas. Quand c'est un type qui les dérange, à ce moment-là, il vous parle de respect de mandat. Parce que nous avons quand même fait des analyses approfondies. Donc Kabila a dérangé ces gens. La France avec ce qu'on a appelé le réseau focal, c'était quoi? France-Afrique. France-Afrique. C'est faire et défaire les dirigeants. On voit au Cameroun Biya qui est presque sur une civière. Personne ne dit mot. Je crois que tous les pays du monde cherchent, comme chaque individu, cherche à vivre, manger, boire. Le premier secteur que l'homme a développé, c'est l'agriculture. C'est pas la technologie, l'industrie. C'est l'agriculture. Et lorsque on développe l'agriculture, on va chercher comment perfectionner la production. Comment rendre cette agriculture plus rentable, plus productive. Allez même les aqueducs dans la Rome antique.
comment faire venir l'eau des rivières dans les maisons. Mais il faut d'abord avoir cette eau, il faut l'aménager, il faut d'abord manger. Ici, vous privez les gens de la nourriture, de l'essentiel. Combien de Congolais prennent 3 repas par jour dans cette ville? Même 2, ça pose problème. Hein. Combien de gens ne mangent pas ce qu'on a dit là-bas par séquence? Les enfants mangent, les garçons par délestage. Délestage. Les garçons aujourd'hui, les filles demain. Oui, pourquoi? Gants uniques en plus. On a eu, tous ces messieurs ont fait l'université. Peut-être tous ici. Les restaurants universitaires. Et aujourd'hui, vous allez dans les campus, ces restaurants sont allés où? Qui les a supprimés? Et pourquoi on les a supprimés? Ces étudiants qui sont là-bas, tout le monde n'habite pas Kinshasa. Beaucoup ont des parents en dehors de Kinshasa. Ils mangent comment? Ils dorment où? Mais tout ça, c'est venu quoi? Comment on fait pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Comment on fait pour résorber tous les problèmes que vous posez là? En passant, ce que vous avez dit ici, le terme, dans les réseaux sociaux, les gens risquent de couper seulement cet extrait. On appelle ça croupion de dinde. Hein? Ce que vous avez dit en lingala ici, c'est croupion de dinde. Oui. Pour la marche du monde, à bien d'égards, a été partout la même. Je suis dominé, le dominateur me met à son service pour satisfaire ses besoins au détriment des miens propres. Pour m'en sortir, j'acquiers d'abord mon indépendance. C'est comme ça que vous avez lutté pour l'indépendance. Je cesse d'être dominé, je vais décider moi-même de ce que je dois faire pour satisfaire d'abord et avant tout mes besoins. Vous avez lutté pour l'indépendance. L'Europe a lutté pour l'indépendance, l'Amérique pour l'indépendance, l'Asie pour l'indépendance. Puisque le dominateur d'hier se trouvait menacé par vos indépendances, il a instauré un autre système, le néocolonialisme. Nous sommes en plein dans le néocolonialisme ici. Même quand on me parle de Singapour, je souris aussi. Je me dis, mais je suis dans quel monde? Comment on va comparer un pays indépendant à une néocolonie? Le Burundi et le Singapour. Des néocolonies. Est-ce qu'une néocolonie a une politique propre? Donc le problème, c'est d'abord dans cet état. Nous sommes d'abord des néocolonies et donc il nous sera difficile. Acquérons d'abord, c'est Colette Bregman qui parle de la deuxième indépendance. Nous ne l'avons pas encore. Nous sommes toujours dépendants jusqu'aujourd'hui. Même de plus en plus dépendants. Même de plus en plus. Toutes vos formules que vous avez ici, d'assistance technique, de coopération, d'endettement, là, ça vous amène où? Mobutu a pris combien de dettes? Mouzito ici nous a dit, j'ai liquidé le point d'achèvement. On a atteint le point d'achèvement. Ça nous a donné quel résultat aujourd'hui? On manque toujours à manger. Hein? On manque de plus en plus à manger. Vos états de route ici, on a eu combien de projets pour les routes? Comment on fait pour avoir cette deuxième indépendance? La lutte. Vous avez lutté pour avoir la première indépendance. Continuez à lutter pour avoir cette deuxième indépendance. Comment? Je
je noterais, pour un peu compléter le professeur, nos parents, lorsqu'ils ont lutté pour l'indépendance, la population n'avait pas faim comme aujourd'hui. Les infrastructures étaient meilleures qu'aujourd'hui. Donc cette lutte pour l'indépendance, cette lutte pour la liberté, n'était pas liée directement à la faim ou à des problèmes comme ça. Mais c'était vraiment La soif d'être adulte. la soif d'être adulte, De s'affirmer. de s'affirmer et La dignité personnelle. de pouvoir soi-même conduire son destin. Et comme dit le professeur, le colon, en fait, nous a précédés dans sa réflexion. Et ce qui est vrai, c'est que le néocolonialisme dont parle le professeur, bon, c'est une réalité, mais qui se manifeste d'une manière tellement sournoise que certains, soit n'en sont pas conscients, ou simplement ne veulent pas en tenir compte. Et dans le choix des dirigeants, moi je peux vous dire, j'ai vécu au premier front la manière dont, effectivement, certaines puissances occidentales choisissent et désignent Le chef d'État. le chef d'État. Dans nous, ici, on ne vote pas. On a le Non, pouvoir ici- de voter, mais ici, pas d'élire. Voilà, on a en fait, Tu peux on a gagner gagné le les pouvoir élections, de pas voter, d'élire. mais pas encore Pas d'élire nos d'élire. dirigeants. Pas encore d'élire nos Il dirigeants. faut comptabiliser les évolutions, en fait. Quand la thèse devient radicale, elle est moins scientifique. Et c'est très important. Bon, de toute façon, c'est pas ça. Tout à fait. Vos thèses agricoles. Le libéral. Je veux dire, On ne doit pas comparer Singapour et Burundi. Il y a un problème de... Nous, on est dans les néocolonies. ben, ça c'est, je veux dire ceci. je veux dire, juste pour jeter des chiffres, je dis, on a dit que c'est, je crois, 70% ou 80% sont dans l'agriculture. Oui. Déjà, ça montre qu'on n'est pas développé. Pour être un pays développé, il faut avoir seulement autour de 5%. Oui, mais Dans l'agriculture. Vous partez de quel modèle? C'est pas un modèle. C'est le Quand vous modèle. voyez le pays développé, Mais c'est- quel est votre pays développé? Modèle. Professeur, attends que je vous dise. Quand on voit le pays développé, les pays riches, Comme quel pays? la Chine, les États-Unis, la France, Tu l'Allemagne. devais commencer par les États-Unis. La Chine, là, tu veux nous tromper simplement. La Chine a moins de 7% des gens dans le secteur agricole. La Chine paye 200 milliards de subventions à son agriculture. La Chine triche. La Chine, la dette mondiale de la Chine, c'est 5 000 milliards. On va- Elle est derrière les États-Unis. on La va- Chine on va a te appris laisser à parler tricher. pour ne pas monopoliser la parole. Mais vous m'avez coupé. Non, des fois- Vous m'avez Moi, coupé. je dis que l'une des causes principales de notre sous-développement, c'est vos pays-là. Qui je suis congolais. Hein, C'est il faut vos corriger. pays-là. Il faut- C'est eux qui nous ont pillés, qui continuent à nous piller jusqu'aujourd'hui. Je veux finir pour dire ceci. Moi, la différence c'est quoi? Moi, pour exagérer le terme, moi j'aime pas le pleurnichage. Moi c'est la compétition. Quelqu'un te bat, il faut apprendre à le battre. La différence c'est quoi? Je dis encore les conservateurs, ils nous parlent toujours du passé. Moi, le passé, ça existe et ça passe. On m'a demandé un jour de donner un exemple. Pourquoi? Je dis quand tu conduis une voiture, tu es dans la voiture. Tu peux ne regarder que derrière. Peux-tu la conduire? On bloque le devant. Non, tu ne peux pas, tu auras un Tu ne accident. peux pas avancer. Mais si on bloque le derrière, on te laisse voir devant, tu peux continuer à conduire. Le passé n'a aucun effet. C'est bien romantique de pleurnicher. La compétition, elle est mondiale. Moi, ce n'est pas pour pleurnicher. On me parle du passé. Quand on parle même de la colonisation, je dis non, on dit néocolonialisme, tout ça. Je dis pendant la colonisation, c'était quoi? Les évolués. Ce sont les évolués qui ont écrit. Ils n'étaient pas contre la colonisation. Ils se disaient qu'il était mieux, un nègre meilleur que notre nègre. C'était ça la bataille des évolués. On est tous dans le même combat. Quand je dis ça, c'est pour exagérer, pas nous. Mais conservateurs, ils ont toujours la bataille, ils veulent être évolués.
Ils veulent être civilisés, ils pleurnichent tout le temps, ils ne donnent pas de solution moderne. Je dis, l'agriculture, c'est quoi? Ce sont des aspirations primitives. La technologie, on peut l'avoir, la technologie dans l'agriculture. On peut l'avoir pour faire un ordinateur. Je donne un exemple. Je dis, oui, je peux bien faire une technologie pour me gratter le dos. Si j'avais celui pour me gratter le dos ou guérir du cancer, je préfère utiliser la technologie pour guérir le cancer que me gratter le dos. On doit avoir des priorités. On doit transformer les INRA de centres de recherche, pas dans l'agriculture. L'agriculture, même dans les revenus, quand vous voyez comment on dépense dans l'agriculture, l'énergie qu'on dépense dans l'agriculture et les revenus même à l'État, il est toujours faible. On doit se dire, le Congolais a faim parce qu'il vit dans un pays à revenus faibles. La grande question qu'on devait se poser, c'était plutôt comment faire de la RDC une économie à valeur élevée. C'est ça qu'on doit débattre sur ça. Le reste, c'est primitif. Malheureusement, les gens sont en tête, ils veulent vivre le passé. On veut parler de Daipen, c'est comme ça qu'on a Bonkangaloso, au lieu de faire comme tout le monde, on donne à l'agriculture un chèque direct pour cultiver. Des fois, on le paye même pour ne pas cultiver. C'est ça, mais où on va trouver l'argent? C'est ça la grande question. Est-ce que le Congo a l'argent? Non. Est-ce que le Congo peut créer l'argent? Oui. Frère, okay. tu parles de la Chine, là. 200 milliards de subventions. Oui. Cette Chine-là peut se concevoir sans Mao Tse-tung, sans Chou En-lai? Mao Tse-tung, oui, il peut se concevoir sans. Je veux dire ceci. Tu sais, il faut éviter le melchisédéquisme. Le melchisédéquisme. Est-ce que je peux répondre à celui de Mao? Les gens sans généalogie, sans même la technologie. Même la technologie, elle a une histoire. Oui, je sais, mais Mao, il faut répondre à celui de Mao. Il faut voir d'où vous venez pour savoir où vous allez. Non, moi je dis non, il faut savoir où vous voulez aller. Sinon, vous restez que regarder Nassima. L'histoire s'enseigne dans Et Mao Tse-tung, sa révolution agricole, 100 millions de personnes sont mortes. 100 millions. Pourquoi il a fait? Il a voulu faire une chose sans scientifiquement basée. Non. Mao Tse-tung, vous allez lire l'histoire. Prenez des histoires sérieuses. Attendez, professeur, vous allez réagir. Prenez des histoires Tolérance, sérieuses. professeur, vous allez réagir. Bon, ça prend beaucoup de temps, mais c'est lui qui arrache. Laissez le professeur réagir. Allez-y, professeur. 100 millions de personnes sont mortes pendant la révolution agricole de Mao Tse-tung. Si vous ne savez pas, allez sur Internet, c'est facile. C'était un scandale. Pour la révolution culturelle. Oui, mais il a fait la révolution agricole, il a voulu faire sans science. 100 millions de personnes sont mortes de faim. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de terre agricole, c'est seulement parce qu'il avait une avance scientifique. Donc on doit faire quoi selon vous? On doit éviter, on doit aller dans le monde moderne, on doit avoir des aspirations modernes. On doit rendre la République démocratique du Congo un pays à économie, à revenus élevés. Comment? On se dirige vers la technologie, on se dit quoi? Par exemple, même le tourisme, c'est mieux que l'agriculture. Le revenu, par exemple, je vous dis, deux pays comparés, parce qu'on doit comparer scientifiquement les pays, le Kenya et la France. Le revenu du Kenya, le tourisme, c'est 1 milliard. Celui de la France, c'est 40 milliards. Mais la France n'a pas de singe. La France n'a pas de singe. Le tourisme français, c'est l'expérience française. On peut exploiter, au lieu de parler de parc, juste être au Congo, on en faire une expérience, c'est toute une économie. Ça, c'est simple que ça. Quand on l'explique, mais elle est beaucoup plus compliquée que ça. Nos aspirations doivent être modernes. Et c'est ça qu'on doit aller dans les discussions. Quand on parle même... Je reste encore avec notre ami Mao Tse-tung et ses 100 millions de morts de la révolution culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que la Chine serait capable de donner 200 milliards de subventions si les 100 millions de sacrifiés, le mort de faim, là, n'avaient pas existé? Ils ont appris de leurs erreurs. On n'a pas besoin de 100 millions. On est déjà combien ici? On ne sait même pas. Grand frère, vous voulez 100 millions, mais nous tous, on va mourir. Il y a certaines erreurs. Ceux qui comme on dit, quand un autre fait une erreur, on apprend de ses erreurs. Je suis content de dire qu'on doit apprendre de ses erreurs. Les erreurs, ça fait partie de quoi? Du passé.
du passé. Mais on ne peut pas reproduire les mêmes erreurs sur Condé. Ce n'est pas ce que le professeur, enfin nous les conservateurs, sommes en train de Vous nous parlez toujours de passé. Parlons de politique. Je dis ceci. Vous voulez que le Congo change, on dit on est toujours bloqué. C'est un thème que j'ai évité de dire pendant tout ce temps pour dire même notre démocratie, vous l'avez bloquée. Aujourd'hui, il faut 100 000 $ pour être candidat à la présidence. Vous avez rendu la démocratie plus, comment on appelle ça, exclusif qu'inclusif. Le 1%, je ne vois personne crier sur ça. Ça veut dire que vous avez tourné la démocratie un marché d'argent au lieu d'un marché d'idées. Moi-même, je dis, je n'ai pas dit avant, mais j'ai introduit la requête à la Cour d'appel constitutionnelle contre cela. Mais tout le monde que je vois, même la presse, quelqu'un m'a dit, en vertu de qui tu as introduit une requête contre une loi promulguée par le président. Et je lui dis, si ça n'était pas promulgué par le président, c'est une intention de loi et tu ne peux pas aller à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire nous-mêmes, on a un problème à l'intérieur, un problème de sélection de l'élite. Et c'est ça que je dis, le débat, c'est entre... on doit avoir un débat entre conservateurs et libéraux parce qu'on voit le monde différent. Moi, je vois les conservateurs, ils rêvent d'un Congo, toujours un village où on plante, et moi, je vois d'un Congo moderne, cryptocurrency. Non, cryptocurrency, je vois un Congo. On ne parle pas de routes. Moi, j'en fous des routes tant que le revenu des Congolais est élevé. Vous avez fini à New York. New York n'a pas de belles routes. Mais le PIB de New York est élevé. Les petites 4 chambres, c'est tellement cher parce que les gens ont l'argent. Ce n'est pas les routes. On peut construire des routes de point A à point B. Ça ne va rien changer. On doit parler congolais. Revenu la poche du Congolais, on commence par ça. Comment faire de Congolais un revenu élevé? On peut le faire. Le SMIC n'a rien à voir avec la production. N'a rien à voir. On peut lever le SMIC aujourd'hui. Les deux, c'est après qu'on va se dire comment le taxer. Le SMIC, l'argent pour payer ces gens viendrait d'où? Ça, vous parlez de l'État. Quand vous dites l'argent viendrait d'où? Ça viendrait de quelque part. Quand du commerce. Quand on élève, par exemple, aujourd'hui, le SMIC à 7 $, il y aura une crise économique d'ajustement. Ça va s'ajuster, il y aura une crise, mais on saura à la fin de la journée. Le monde congolais doit devenir, comment on s'appelle ça? Pas pauvre, comment on s'appelle? Cher. Okay. Le monde doit devenir cher, le revenu du Congolais doit être élevé, on doit créer des crises ici, mais il faut laisser au magicien. Il faut créer des crises. Il faut créer une crise pour créer un boom économique. Et ça, c'est le monde moderne qui différencie, j'accuse encore... Donner l'argent congolais pour qu'il consomme plus et après... Après, toute la machine va être... Si vous voulez, on peut passer 1 heure de temps, on va expliquer, c'est la théorie, on peut l'essayer. C'est comme créer la bombe atomique. Et ça, c'est la différence entre le rêve des conservateurs qui nous parlent de 1960, l'homme Jean Manger, tout ça. Même Lumumba a dit ceci. Lumumba a dit... Hein, si je peux paraphraser différemment, il a dit l'indépendance politique ne vaut rien si on n'a pas un développement économique. Il n'a pas dit l'indépendance économique, développement économique. Un développement économique, il n'y a rien à voir avec l'indépendance. On se développe. Politiquement, on peut être indépendant, mais économiquement, il y a une interdépendance. On a la même mise des gens. Comment voulez-vous qu'on se développe? C'est la même chose que, comment on appelle ça, les évolués. Personne n'a dit à Chibamba, d'écrire que les évolués, vous nous avez promis, quand on est civilisé, on doit être considéré comme le blanc. C'est nous, c'est psychologique. C'est ça la différence de nos rêves. C'est psychologique. On a un contrat psychologique avec le colon. Et ça fait la différence entre des générations aussi. Quand on parle autour d'une table, on a des jeunes frères qui n'ont pas cette mentalité d'être colonisés psychologiquement. Un contrat social avec le colon. Il y a une autre génération qui sont encore au pouvoir, qui existent aujourd'hui, encore vivants. Je vous aime tous, mais vous contaminez la sauce. Vous contaminez l'expérience congolaise. Même dans la Constitution. Pour être Congolais, il faut quoi? Il faut être issu d'une tribu qui existait avant 1960. Et comment on la définit? On va dans le livre de Belge pour savoir quelle tribu a existé. Tout ça. C'est ça, je dis, c'est ça la politique. On doit revenir, on doit définir pendant les élections le conservateur et le libéralisme. Comme ça, on sera la différence entre moi et mon vieux Norbert Yamba Yamba. Norbert aussi est conservateur. Il est jusqu'au bout.
C'est le père fondateur. Ok, ouais, je voudrais vraiment tranquilliser les professeurs. L'effort que nous faisons, c'est d'apporter ce que nous pouvons pour proposer des choses qui permettent à ceux qui dirigent, ceux qui ont la décision, de consolider leurs convictions et de donner l'orientation qui peut pouvoir avoir une influence grandissante sur les citoyens. C'est aujourd'hui que j'apprends que je suis scientifique agricole. Or, là, être scientifique, c'est avoir des idées rationnelles et systématisées dans tous les secteurs. Personne n'est scientifique complet, non. Chacun est scientifique dans le domaine qui est le sien. Et Lungumpele Lungu disait, le diplôme, quel que soit son niveau d'obtention, n'est pas l'aboutissement de la carrière intellectuelle. C'est le début d'une étude. On est géographe, mais on n'est pas historien. On est historien, on n'est pas manager. On est manager, on n'est pas économiste. Donc on se complète en fait. On se complète et donc... Je suis quelque peu gêné que un professeur de sociologie soit allergique aux statistiques. Ça c'est gravissime. Le monde est à l'envers. Comment on peut tirer une décision si vous n'avez pas de statistiques? Et ces statistiques, je ne les ramasse pas. Je vous dis, petit je ne dors pas. Je ne suis pas une élite qui cherche l'alternance sans alternative. Moi, je pense que j'ai une manière de voir les choses, même si mon ami m'appelle conservateur. Mais oui, je suis conservateur révolutionnaire. Je suis en train de vouloir aussi évoluer dans la chose. Je ne dors pas. Je travaille chaque jour. Je suis ici. Pas pour s'amuser. Mais c'est Albert Moleka qui me connaît un peu. Mon engagement, ma détermination. J'aime chercher des solutions et je suis humble, j'ai envie d'écouter les autres. Mais je n'aime pas les récits sans interrogation. Et ça, je suis très allergique. Mais alors, pour prendre une décision, il faut des statistiques. Et aujourd'hui, tout doit être scientifisé. Et sans scientifisation, on va raconter l'histoire et on risque de revivre l'histoire. Je voudrais également dire que Singapour est indépendant en 1965, après le Congo-Kinshasa. Mais il y a des performances à cause de la technologie. Et les tricheurs risquent d'avoir raison. Pourquoi? Parce que Singapour a été annexé à la Malaisie, mais l'indépendance, en réalité, c'est 1965. Aujourd'hui, Singapour a 52 000 $ par habitant par an. Et nous sommes à 450. Le professeur est censé mieux connaître la situation. Il a été membre du gouvernement. Il dit que bon, aucun dirigeant ne dirige. Il a été, je ne sais pas comment, on lui a donné plusieurs instructions quand il était encore ministre, etc. Non, et nous avons besoin nous avons besoin vraiment d'avoir de ces témoignages-là vivants. Ça peut nous aider à quelque chose. Mais je voudrais rassurer que l'impérialisme n'a pas de couleur. On peut être de couleur noire, mais on pose des actes. Et mon ami, au fil de l'évolution, a parlé des évolués. Aujourd'hui, nous avons des héritiers de la colonisation. Et donc, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Je voudrais rassurer aux profs que quand vous voulez 3 repas, il faut avoir des revenus. Les 3 repas ne s'acquièrent pas par déclaration incatatoire. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'il y avait 1+4, le débit du débit, en tout cas, il n'était pas au-delà de 300 millions $. Et puis, vous cherchez 3 repas, nous sommes combien? Certainement qu'on a des doutes. Mais en tout cas, j'ai vu les statistiques de la CIA, c'est 110 millions. Mais c'est toute proportion réservée, en fait. Toute proportion réservée, ce n'est pas la réalité. On a des doutes parce qu'il n'y a pas de recensement, etc. Ça, c'est évident. Mais quel est le revenu? Faites les calculs, 10 milliards. Si vous prenez 110 millions de personnes, on est à moins d'$1 par habitant par an. Et alors, vous aurez 3 millions, 3 repas en commun. Avec tout ce que nous avons décrit, le meilleur, la meilleure façon, c'est de construire son autonomie, mais de rechercher également des secteurs porteurs. Mais ces secteurs porteurs ne peuvent être porteurs et rentables que lorsqu'on utilise la technologie. Mais je dis quelle technologie? Avec quelle population? Avec quel âge culturel? Là, le problème se pose.
Tout simplement parce que nous avons autant de personnes que Albert, dans un article qu'il nous a présenté, il y a trop de crétins. Et il y a des crétins fabriqués, à cause de l'alimentation. Et le professeur a raison. Parce que l'alimentation que nous mangeons, on nous présente ce que nous avons, etc. Et ça joue sur notre capacité de réflexion, etc., de lucidité. Mais alors maintenant, quand nous voulons analyser la chose, Peter, si nous voulons véritablement rester rationnels, il faut avoir les statistiques. Pour se dire, voilà aujourd'hui, si on ne sait pas avoir les statistiques, comment on saura qu'il y a moins $1? Comment on le saura? Est-ce que c'est ça l'impressionnisme? Les statistiques nous situent un peu. Moi, je ne suis pas dans l'impressionnisme. Moi, je ne suis pas des politiques mystifiés. Je suis un politique qui pense qu'il faut faire autrement les choses. Et pour faire autrement les choses, il faut chercher des innovations, il faut chercher des solutions, des rechanges. Et ça, c'est important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là que le professeur n'a pas répondu. Et que j'attends jusqu'à la fin de l'émission qu'il nous dise très concrètement. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi pour qu'on change? Moi, j'ai dit oui, on a parlé technologie, certes, mais il faut financer. Albert a insisté. Le président Mobutu a tenté. Tous ces intellectuels qui sortent à longueur de journée, l'après-midi, aujourd'hui, etc. Mais écoutez, ils auraient pu, ne serait-ce que faire celui qui n'a jamais été à l'université, mais qui a fait des choses extraordinaires. Beaucoup de respect et de considération pour ce monsieur, mais il a mis en place une banque de crédit agricole tôt. Et ce n'est pas la banque, le Fonds monétaire qui lui a envoyé. Il a mis en place la SOFIDE. Il a encadré les coopératives d'épargne et de crédit. J'ai vu à l'intérieur là-bas, même des paysanats rénovés. Le service d'irrigation agricole a existé et continue à exister. Les centres de recherche. C'est ce monsieur-là. C'est ça ce que nous voulons que l'intellectuel aujourd'hui nous donne des alternatives. Qu'on tente. Il faut tenter les expériences. C'est le résultat des expériences qui nous permettent de consolider une conviction pour prendre la boussole et la torche pour regarder l'avenir. Mais aujourd'hui, heureusement, on parle davantage du fonds de garantie pour créer une pépinière d'entrepreneurs. Cette décision est entendue. Et l'homme politique doit être en mesure de nous dire si cette proposition elle est bonne. Écoutez, vous dirigeants, allez-y. Les hommes politiques sont moins intéressés par rapport à cette question questionnante. Sont intéressés à la question. Je vais manger quoi? Le ventre affamé et compagnie. Oh, le ventre ne peut avoir quelque chose que lorsqu'il y a des revenus. Alors, arrêtez le débat à ce niveau-là. C'est flouer la population. Je voudrais également dire qu'on rénove la banque de crédit. Le président Tshisekedi a promis qu'il y ait une banque de développement rural. Cette banque, certes, ça va venir. Mais ce sont des choses pour lesquelles l'opposition congolaise doit pousser pour que cela puisse. Parce qu'en milieu rural aujourd'hui, il y a 70% de la population qui habite. Et tout le monde est dans une situation d'exode rural. Il faut arrêter ça. Alors, quelles sont les propositions? Quels sont les moyens de pression? Quel est le plaidoyer? Même ceux qui sont au niveau de l'Assemblée, ce sont ces questions questionnantes qui doivent être mises en exergue. Il me semble là n'est pas le débat. Et je termine en disant que tant qu'on n'aura pas certainement concilié les différentes politiques, que ce soit le budget, l'expression, le budget exprime l'expression de la volonté politique. Il faut qu'on trouve des moyens. Tant qu'on n'aura pas restructuré les droits fonciers pour donner accès à des espaces à ceux qui veulent véritablement faire le travail, tant qu'on n'aura pas donné des crédits, alors des crédits par au modèle où on a assisté, celles les politiques prennent et ils ne payent pas. Tant qu'on n'aura pas des centres de recherche qui font des expériences, des recherches et actions, qui produisent des technologies, qui produisent des techniques culturelles modernes pour sortir de la primitivité, tant qu'on n'aura pas mis en place un système de commercialisation et profiter de l'espace qui est le nôtre, notamment l'Afrique centrale, notamment l'Afrique australe, où nous avons à peu près 750 millions, même si le professeur est allergique aux chiffres, ça c'est évident. Et donc, nous avons intérêt, naturellement, à la formation des paysans. Ces paysans-là, on ne peut pas mieux faire un travail lorsque on n'est pas formé par rapport à ça. Et on a besoin de cette formation, on a besoin également de la mécanisation agricole, la technologie. La technologie. Très bien. Et aujourd'hui, il est difficile. Regardez les thèses, regardez les mémoires. Tout le monde est dans les récits. Des récits parfois sans interrogation.
Et heureusement que nous avons un enseignant qui nous a dit que même dans la défense, des choses qui auraient pu prendre du temps, ils vont à l'avant vite. C'est qu'il y a une déliquescence. D'accord. Alors cette déliquescence nivelle vers le bas la République. Et ne pas les constater pour confier la responsabilité à certaines personnes. Moi je dis non, c'est une responsabilité collective. Très bien. C'est donc l'intelligence collective va relever les défis. Très bien. Merci beaucoup. On a fini l'émission. 2 minutes à chacun pour se résumer. Parce que je veux vous libérer. On a fini notre temps d'antenne. Mais pour des besoins pédagogiques, pour que vous puissiez résumer votre réflexion à chacun, pour que le Congolais retienne quelque chose, qu'est-ce que le Congolais peut retenir de votre réflexion, professeur Kalele, en 2 minutes? L'agriculture peut être développée dans ce pays et nous amener à lutter et à réussir la lutte contre la faim. Tous les problèmes de la politique, la vision politique que l'on a, l'exigence de travail, le souci de nourrir chaque Congolais en ville comme à la campagne, ou à la campagne comme en ville. Maintenant, dans le monde où nous vivons, il faut tenir compte de la concurrence. Nous produisons, nous sommes producteurs, nous vendons, nous avons besoin d'un marché. Les autres ont besoin de nous comme consommateurs. Ils produisent, ils doivent nous vendre ici une bonne partie et à un prix rémunérateur. C'est pour cela qu'ils subventionnent leurs produits. Quand ils subventionnent, ces produits-là deviennent moins chers. Ils ont un avantage sur notre propre marché. Vous voyez même comment nous utilisons les termes. Quand c'est l'huile de palme, on dit l'huile de mafuta. Quand c'est de l'huile importée, l'huile. Oui. Hein? Oui. Quand c'est le poulet indigène ou la chèvre indigène, ça a un nom. Poulet. Sauce. Quand ça vient de l'extérieur, ça a un autre nom. Soso. Et ça coûte moins cher. Les prix ne viennent pas d'en haut. Ce n'est pas Dieu qui fixe les prix. C'est des individus qui fixent les prix. Je peux dire, ce costume, je te le vends à $200. Ce costume, je te le vends à $100. Comment nous réagissons sur le marché? Ceux qui viennent de l'extérieur et qui coûtent plus cher, on se bouscule pour l'avoir. Le produit de même qualité, parce qu'on dit qu'il est indigène, on rabat son prix. Il faut aussi en tenir compte. Je peux continuer. Mais pourquoi je me dis, quand vous parlez des statistiques, messieurs, il faut faire très attention. Parce que les statistiques, à un moment donné, masquent aussi la réalité. J'espère que ceux qui nous suivent là peuvent noter. Je vous donne un exercice. Peter gagne $100 par mois. Albert gagne $20 par mois. Norbert gagne $0 par mois. Il est chômeur. Je suis assisté toujours quelque chose. Vous prenez
la moyenne par habitant, c'est 100 plus 20 plus 0. Ça vous donne combien? 120. Divisé par 3. Divisé par 3. Chacun a combien? 40 $. 40 $. Mais les 40 $ de Norbert qui a 0 là-bas, ils peuvent se présenter dans un magasin et dire voici les statistiques, je gagne 40 $, donnez-moi un pantalon. D'accord. C'est la moyenne. Oui, c'est la moyenne. Qu'est-ce qu'elle dit dans la réalité? Tu peux acheter quoi avec ta moyenne? D'accord. 2 minutes pour finir. Ok. Qu'est-ce qu'on les retient? Moi, je dis oublions l'agriculture. Et parlons, je dis premièrement, pour moderniser la République, on doit moderniser nos aspirations. Et pour moderniser nos aspirations, on doit moderniser le citoyen congolais, on doit moderniser notre économie. Et ça passe par les finances, comment on fait les transactions à valeur élevée. Tant qu'on parle de l'agriculture, on revient encore dans les vieux modèles, les primitifs. Soyons modernes. D'accord. Norbert Mayamba. Moi, l'agriculture occupe la majorité de notre peuple et nous ne pouvons pas sauter les étapes. Nous devons savoir ce que nous représentons en termes des outils qui nous permettent de vivre. En tant que tel, nous devons aller effectivement dans la direction de mon ami Joe, mais en partant naturellement de ce secteur. Ce secteur ne peut pas s'opposer à la technologie. Ce secteur est un secteur vital, mais il faut y mettre des ingrédients pour qu'il soit véritablement rentable. Et pour y arriver, il faut que l'État organise son budget autour de cette priorité, organise le foncier, organise le crédit, organise les centres de recherche, organise la formation des paysans, les marchés rémunérateurs, le transport, les routes des cercles agricoles. Et ceci va permettre naturellement que les uns et les autres soient en mesure de travailler et progressivement on va y introduire des ingrédients pour permettre la rentabilité. Et la rentabilité suppose la production de valeur ajoutée par rapport à ce qu'on fait. Eh bien, si on n'est pas par cette mécanisation agricole, alors ça restera une agriculture de subsistance qui ne va rien nous amener. Et les statistiques vont être compliquées. Et les statistiques vont nous aider à prendre des décisions correspondantes. Pas la moyenne, mais non, la moyenne existera, mais il y a toujours la majorité statistique. Oui. Albert Bonnet, quand on finit. Non, je vais simplement clôturer en citant un vieux vraiment du passé là, qui dit: voici, je vous donne toute herbe portant la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ça, c'est la Bible. Hein? C'est Dieu. Je suis athée, désolé grand frère. C'est ça que je dis, c'est Dieu. Je suis athée. Je m'excuse. C'est tout ce que vous dites. C'est tout ce que vous dites. Oui, Dieu était végétalien. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'avoir été là, d'avoir réfléchi. On espère que les Congolais vont prendre ce qu'il faut. Je pense même que cette émission va avoir une très large diffusion pour permettre à ce que les Congolais s'imprègnent de cette question. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Soyez imaginatifs, soyez créatifs, soyez courageux. Apprenez, lisez, enrichissez-vous chaque jour de connaissances. Et ensuite, soyez courageux pour que votre vie change. Et par la grâce de Dieu, ça changera. Mais si vous voulez persévérer dans le bonheur, soyez disciplinés. Très disciplinés. Sans discipline, rien de bon. Tenez-en compte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.